Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois de plus, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de Questions publiques. Cette émission où nous recevons des éminentes personnalités qui viennent réfléchir avec nous sur les questions importantes de la République démocratique du Congo. Nous recevons ici, vous le savez bien, acteurs politiques, acteurs sociaux, pourquoi pas leaders d'opinion. Aujourd'hui, nous n'allons pas déroger à la règle. Nous recevons quelqu'un qui a un parcours assez atypique. Il est, à titre de rappel historique, a travaillé avec Étienne Tshisekedi comme son directeur de cabinet. Celui-même, dans ce combat de l'impérium, il va faire peut-être la différence avec aujourd'hui la vérité des urnes, qui permit à Étienne Tshisekedi de prêter serment chez lui. Celui-là même qui se retirait du dialogue de la cité de l'OUA. Voilà, là où il y avait Kamere et Kodjo, il avait claqué la porte. Celui-même encore qui ose, seulement dans cette émission, nous avait dit qu'il ne va pas participer au processus électoral. Il n'a jamais pris part. On n'a jamais su pourquoi. Il est resté carré dans sa réflexion, dans sa logique. Il est notre invité aujourd'hui, une fois de plus. Albert Molé Kanzoko. Bonjour. Bonjour Peter. Comment vous allez? Ça va très bien et vous? Oui, ça va. Ce que je pensais est vrai, il y a quelque chose à rectifier? Oui, bon, au départ, je suis un acteur économique. Pas politique, hein? Non, la politique, c'est une obligation. J'ai même oublié de dire aumônier de prison. Et aumônier des prisons, voilà. Ah, d'accord. À titre de rappel quand même, il faut dire que cette émission a une dizaine d'années aujourd'hui, mais vous avez été parmi les premières personnes, si pas le rare, à pouvoir... Quand j'ai été chassé par Mozito pour l'affaire Vital Kamere, m'avait dit que je ne devais pas lâcher. Et vous avez été comme le cobaye, mon premier invité avec le public pour donner du... Oui, je me considère, je m'auto-proclame ou nomme un peu le parrain de questions publiques. Je me souviens à l'époque, lorsque tu avais eu l'idée de faire cette émission, je t'avais encouragé en effet, je crois que ça a porté des fruits. Donc félicitations pour la persévérance et félicitations pour le succès. Merci beaucoup. Mettons le pied dans le plat. Vous avez travaillé avec Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est son fils qui est au pouvoir. Pourquoi vous n'êtes pas avec lui? Bon, tout d'abord, j'avais pris congé de l'UDPS Tshisekedi depuis le 14 mars 2015. Vous vous souviendrez qu'en février de cette année, l'UDPS Tshisekedi avait adressé une lettre à la MONUSCO. Cette lettre contenait sa feuille de route réclamant un dialogue avec Joseph Kabila et son entourage politique. Ainsi que j'ai vu directement que bon, ce n'était pas dans les objectifs et ça ne correspondait pas aux objectifs d'Étienne Tshisekedi que j'avais servi, avec lequel j'avais travaillé. Par après, nous avons eu les différentes rencontres de Venise, d'Ibiza. Et le dialogue s'est matérialisé dans le sens que l'Union africaine a accédé au souhait des deux parties de nommer un modérateur pour ce dialogue. Et nous avons eu ces deux dialogues simultanés qui nous ont amenés à la persistance de ce processus électoral dans le même état qu'en 2006 et 2011. Or, mon expérience avec Étienne Tshisekedi des élections de 2011 m'avait convaincu que tant qu'on conserve ce système, ce processus électoral, le peuple, donc les électeurs, n'auront en fait jamais voix au chapitre. Il faut dire que vous n'avez jamais pris part à ces élections. Dès le début, vous avez voté en touche. Oui, après les élections de 2011, vous vous souviendrez que
j'avais repris à mon compte la déclaration d'un journaliste français, M. Hugeux, en disant que ces élections nous ont montré que le peuple congolais a le droit de voter, mais pas d'élire ses dirigeants. Et c'est ce à quoi on assistait en 2011 et en 2018, les choses n'ont pas, n'avaient pas changé. Pour vous, les gens ont voté sans élire un président? Les gens ont voté, mais les gens n'ont toujours pas élu un président. leurs dirigeants. Celui qui est là, ce n'est pas l'émanation de la population? L'émanation des résultats réels. Je crois que tout le monde a vu les preuves, que ce soit les rapports des observateurs de la CENCO, que ce soit les chiffres fuités de la CENI. Pour vous, c'est Martin Fayulu qui a gagné les élections? Je crois que pour être fixé là-dessus, il suffit simplement que même aujourd'hui, la CENI respecte la loi et publie les PV des bureaux de vote. Vous n'avez pas répondu à ma question. Tout le monde sera fixé. Pour vous, c'est Félix Tshisekedi ou Martin Fayulu qui a gagné les élections? Pour tous les observateurs, c'était Martin Fayulu qui avait eu le plus de voix. Et pour Albert Moleka-Nzoko, qui est mon invité aujourd'hui? Mais on se fie aux chiffres. Et selon les chiffres, c'était Martin Fayulu qui avait eu le plus de voix. Qu'est-ce qu'il faudrait changer au niveau du système de la CENI pour que les gens aient le droit de voter et enfin d'élire des gens? Très bonne question, Peter, parce qu'on parle beaucoup maintenant déjà de la réforme de la CENI. On a toujours parlé de la réforme de la CENI après chaque élection. Moi, je pense très sincèrement qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que l'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment des élections qui reflètent la voix de l'électeur, donc du Congolais, ou bien on veut continuer avec des élections qui privilégient celui qui est au pouvoir, ou le groupe, le régime qui est au pouvoir? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de réforme de la CENI, on a déjà eu des réformes. Après chaque élection, je répète, il y a eu réforme de la CENI, mais cette réforme a toujours été compris dans le sens de changement des têtes, ou bien un changement peut-être un peu d'équilibre au sein du bureau de la CENI. Mais il n'y a jamais eu la réforme n'a jamais été une réforme en profondeur de l'organisation des élections. Puisque la CENI, c'est une structure d'appoint à la démocratie. La première question que je poserais, est-ce que la CENI est nécessaire? Nous avons déjà eu des élections dans ce pays sous un autre régime, des élections qui étaient très bien organisées techniquement. Billet vert, billet rouge. Et des élections, oui, bon, c'était le parti-État, mais les élections étaient transparentes, les élections étaient libres. Voter qui voulait voter. Et les candidats recevaient leur voix et ils avaient leurs témoins. Les résultats de leurs témoins étaient non seulement étaient fiables, mais étaient considérés. Tandis qu'avec une structure comme la CENI qui est budgétivore, à laquelle nous consacrons dépensons des centaines de millions de dollars, avec lesquels on pourrait faire autre chose. Ne peut-on pas, par exemple, ce n'est qu'une proposition parmi tant d'autres, qui demanderait bien sûr un changement de la Constitution, puisque la CENI est instituée constitutionnellement. Mais ne pourrions-nous pas réduire la CENI à un bureau du ministère de l'Intérieur, tel que c'était on a voulu que l'organe soit indépendant. Quand vous faites comme ça s'est passé à l'étranger au ministère de l'Intérieur, les manipulations politiciennes risqueraient encore d'entraver le travail. Mais à la CENI, nous vivons ces manipulations politiciennes. Nous vivons ces manipulations politiciennes. Comment vous trouvez la gestion de Fachi? Ça va ou ça va pas? Non, moi j'appelle ça la gestion de la coalition. FCC Cash. FCC Cash. Écoutez, prenons les chiffres en termes des finances. On remarque que l'habitude de dépasser ses attributions budgétaires en termes de finances n'a pas arrêté. La plupart des institutions, telles que la présidence, la primature
dépasse largement le budget qui leur est alloué. Cela veut dire que l'argent que le Congolais qui paye les taxes, qui paye l'impôt, donne à l'État pour faire son travail, notamment améliorer les infrastructures, notamment mettre en place un environnement et mener une politique qui attire effectivement les investisseurs et qui encourage surtout les entrepreneurs congolais, cet argent n'est pas affecté aux projets, aux objectifs auxquels il devrait être affecté. Ben, nous avons vu, cette année, nous avons vu beaucoup de marchés de gré à gré, par exemple. Nous avons vu, bien sûr, nous avons toujours le problème de la sécurité et de la paix, qui demandent beaucoup d'argent, mais auquel on consacre très peu d'argent. Même au niveau de la santé, nous dépendons quasiment à 60-70% des aides extérieures. Donc je crois que jusqu'à présent, on n'a pas encore assisté à un changement de gouvernance. Et ce n'est pas seulement mon avis personnel, c'est aussi l'avis des institutions financières. Il n'y a pas de changement, c'est la continuité? Jusqu'à présent, c'est la continuité. Je parle bien de la gestion de la coalition. Là, il y a la gratuité quand même aujourd'hui. Le budget est à 10 milliards. C'est des choses à encourager. Non, la gratuité de la scolarité, c'est une disposition constitutionnelle. C'est une disposition constitutionnelle qui n'avait jamais été appliquée intégralement, qui avait été appliquée partiellement par Joseph Kabila. Par Félix Tshisekedi. Maintenant, Félix Tshisekedi veut l'appliquer intégralement et je pense qu'il y a des avis divergents dans la manière d'opérer, s'il faut l'appliquer intégralement d'un coup ou bien l'appliquer par palier. Puisque d'un coup, nous n'avons pas l'argent. Avec un budget de 10 milliards, quand même, ça va aller, non? On n'a jamais eu un budget de 10 milliards dans ce pays. 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, 10 milliards. Un saut en avant. Oui, 10 milliards, vous savez, le budget, c'est quoi? Les budgets, c'est des prévisions et des souhaits et des objectifs. C'est des objectifs. Je pense que si nous pouvons atteindre l'objectif de 10 milliards, ça sera une bonne chose pour le gouvernement. Hein, ça sera une bonne chose. Je suis dubitatif dans le sens que nous attendons tous un changement. Il n'est toujours pas venu, ce changement. Un changement qui ne vient toujours pas. Hein, dans la gestion, spécialement dans la gestion financière. Il est bon d'avoir un budget conséquent, un budget qui reflète un peu mieux la stature de ce pays, bien que même 10 millions, nous resterons très loin derrière des pays qui ont moins de ressources que nous, des pays qui ont Angola, moins de potentialité que nous, Angola, Nigeria, Afrique du Sud. Mais bon, c'est déjà une bonne chose. Mais encore une fois, le budget, ce sont des prévisions et des souhaits. La coalition FCC-CACH, ça va bien se passer? Comment vous entrevoyez l'avenir de cette coalition? Non, Peter, une coalition, c'est un mariage. Et lorsque vous vous mariez, pour le meilleur et le pire. C'est pour durer. Pour le meilleur et le pire. C'est pour durer ensemble et c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire dans un mariage. Est-ce que cette coalition est bonne pour le pays ou mauvaise, selon vous? Mauvaise. Non, selon moi, cette coalition n'est pas du tout bonne pour le pays. Pourquoi? N'est pas du tout bonne pour le pays parce que cette coalition ne fait que perpétuer l'ancien système et on le voit jusqu'à présent dans la gouvernance. On voit quoi dans la gouvernance? Dans la gouvernance, on voit la dilapidation des deniers publics. Les deniers publics ont été dilapidés où? Prenez l'exemple type des 15 millions de dollars. Qui continue. Le président parlait des rétrocommissions. Hein, Mais la rétrocommission est illégale dans notre pays aussi. Et d'ailleurs, en tant qu'homme d'affaires, vous savez, une rétrocommission, qui touche une commission ou une rétrocommission? C'est la personne qui a participé à la conclusion de l'affaire, du deal. Et je crois d'abord le problème de ces 15 millions, si ces 15 millions ont fuité,
pour moi, c'est d'abord parce que les personnes qui avaient négocié cette affaire n'ont pas été servies. Il y a eu des frustrations, un La problème de partage. rétrocommission, c'est pour des gens qui ont participé à la conclusion du deal. Mais encore que dans ce cas, c'est toujours l'argent des Congolais qui a été détourné. C'est toujours l'argent des Congolais qui a été détourné. Une rétrocommission, pourquoi la rétrocommission est illégale tant dans notre pays que dans la plupart des pays étrangers? Parce que c'est contre la loi, c'est un détournement de fonds. Barème salarial, répartition à la présidence, équivalence au ministère, un document qui a fuité dans le réseau, vous avez vu? Là, nous entrons dans la violation de la Constitution, encore plus que... Comment ça veut dire que le DIRCAB doit percevoir comme le vice-premier ministre? La copie de l'ordonnance que moi j'ai pu lire date, je crois, du 23 novembre. Le budget a déjà été déposé, le budget a déjà été quasiment approuvé à l'Assemblée nationale. Cette ordonnance n'est pas contresignée par le Premier ministre, conformément à l'article 79 c'est peut-être un draft qui a fuité, mais l'original... de la Constitution. Non, mais c'est un draft qui est... vous avez la signature et le cachet. Vous avez la signature du DIRCAB et le cachet de la présidence. Donc c'est comme un document notarié. Albert Mouleka, pourquoi la situation de l'Est ne prend pas fin, selon vous? Peter, je vais vous raconter une petite anecdote. En 2009, lorsque le CNDP était en activité à l'Est, un de nos députés, un député bien connu du Congo central, à l'époque il était député national, maintenant il est député provincial. Jean-Claude Wemba. Je ne cite pas le nom, mais vous n'êtes pas très loin. D'accord. Je lui ai posé cette question. Qu'est-ce qui se passe à l'Est? Sa réponse a été, mon frère, on nous bassine les oreilles en disant, bon, l'affaire de l'Est, c'est Kigali ou c'est le Rwanda. Non, c'est l'histoire de l'Est, ça vient de Kinshasa. C'est Kinshasa qui doit régler ça. Bon, à l'époque de Kabila, ça venait de Kinshasa. Chez Fachi, ça vient toujours de Kinshasa. La décision politique et les instructions idoines afin de régler le problème à l'Est sont bloquées à partir de Kinshasa. Ça devrait venir à partir de Kinshasa. Avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a dit qu'il est prêt à donner sa vie pour pacifier cette partie du pays. Et puis il y a la résurgence de meurtres, on tue à coups de machette par les ADF. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se trame derrière? Ce n'est pas une situation nouvelle, Peter. Ce n'est pas une situation nouvelle. Je me souviens, en 2006, le 20 mai 2006, nous avions programmé une marche de solidarité pour Béni. Il y avait déjà des tueries. 2016, il y a 3 ans. On avait organisé la marche avec Vidier Chimanga, qui est Vidier Chimanga, qui a été brutalisé. J'ai couvert cette marche. Même si Vidier Chimanga ne prend plus le téléphone, mais à l'époque, il était très souple. Qui était arrivé sur place pour débuter la marche. Même mes propres enfants, mes propres garçons avaient été arrêtés. Et Vidier Chimanga et moi-même avions été transférés ici à Lipekine. À l'époque, c'était avec Kanyama. C'était avec Kanyama. Le général Kanyama était injoignable jusqu'au soir. Donc à 18h, nous avons été mis au cachot pendant plus ou moins 1 heure. Et puis on a été libérés. Mais je veux dire qu'il y a 3 ans déjà, le problème se posait. En fait, ce que nous pouvons dire, la réalité, c'est que depuis 1996, il n'y a jamais eu la paix au Congo, spécialement à l'Est. Il n'y a jamais eu un jour de paix. Un jour sans que des éléments armés contrôlés ou incontrôlés. La solution serait quoi? La solution serait une refonte. On devrait commencer par une refonte totale des unités militaires que nous plaçons à l'Est. Deuxième chose, il y a eu déjà
des dialogues, des conférences qui donnaient des pistes de solutions. Mais comme d'habitude, on signe les communiqués finaux et puis on oublie. Et maintenant, on cherche à réinventer la roue, mais avec des mauvaises idées telles que la coalition militaire qui... Rwanda, Ouganda, RDC. Vous avez vu que bon, l'Ouganda n'en a pas voulu, le Burundi n'en veut pas non plus, puisque ce sont des solutions qui nous remettent dans les scénarios passés, où les mêmes causes vont causer les mêmes effets. Vous avez remarqué qu'en même temps, ces derniers jours, on a demandé l'abandon des poursuites contre Le M23. le M23, les M23 qui sont réfugiés au Rwanda. Je dis bien ceux qui sont réfugiés au Rwanda. Ça lance toujours des mauvais signaux dans ce sens que, qu'en est-il des victimes? Qu'en est-il des victimes? Est-ce qu'il faut toujours, comme Lambert Mende avait dit à l'époque, est-ce qu'il faut sacrifier la justice au nom ou en faveur de la paix? Y a-t-il une paix sans justice? Je crois que notre expérience au niveau national nous montre qu'il n'y aura jamais de paix sans justice. Tout Congolais membre des M23 et qui peut être reconnu à travers un procès équitable, coupable des faits reprochés, ce Congolais doit être condamné. On ne peut pas comme ça continuer à innocenter ou bien libérer les gens simplement parce qu'il y a pression qui vient de tel ou qui vient de tel. Pour ou contre le départ de la MONUSCO? Vous savez, pour ou contre le départ de la MONUSCO, quelles sont les raisons de la présence de la MONUSCO dans notre pays? On tue, ils observent, on poignarde, ils observent. Je crois que Et la population a décidé il faut d'abord qu'ils aillent observer chez eux. Se poser la question, pourquoi la MONUSCO est ici? Qu'est-ce que la MONUSCO protège ici? Ce que nous voyons, c'est que la MONUSCO ne protège pas la vie des Congolais, ne protège pas les vies des Congolais. C'est ça que nous voyons. Alors, que protège la MONUSCO ici? Quels sont les objectifs de la MONUSCO ici? Une fois qu'on se met d'accord sur ces objectifs, Quels sont les objectifs? c'est là qu'on doit décider si la MONUSCO... Selon vous, les objectifs, c'est quoi? Les objectifs devraient être tout d'abord la protection de la vie des Congolais. La protection de la vie des Congolais. Nous avons eu une première expérience, l'ONUC, début des années 60, peu après l'indépendance. L'ONUC avait un mandat plus ou moins similaire et l'ONUC fonctionnait dans ce sens-là. Mais la MONUSCO aujourd'hui, que fait la MONUSCO à l'Est? Elle ne protège pas les populations. Elle se réfugie très souvent derrière le fait qu'elle ne peut agir qu'en accord ou en association En appui du avec FRDC. en appui des FARDC. La fameuse brigade d'intervention qui avait été instituée, je pense en 2014, en 2013, cette fameuse brigade d'intervention n'est plus active sur le terrain, on ne la voit pas. Alors les populations, c'est légitime que les populations s'interrogent quelle est l'utilité de cette... On donne raison à Kabila aujourd'hui, qui déjà appelé au départ de la MONUSCO il y a une année, 2 ans. Kabila appelait au départ de la MONUSCO d'abord pour ses intérêts. Il n'est pas un prophète, il a prédit des choses, aujourd'hui on lui donne raison. Je pense qu'il fut une époque où la MONUSCO, même à l'Est, essayait du moins de bien faire son travail. Son travail n'est pas facile, ça nous devons le reconnaître, parce qu'il n'y a pas toujours une coopération franche avec la hiérarchie des FARDC, qui était assez récurrent. Mais en fait, il faut se mettre à la place de ces populations. Ces populations sont en droit d'exiger
d'une mission qui coûte 1,5 milliard de dollars à la communauté internationale par an, sont en droit d'exiger de cette mission, ne fût-ce que la protection, et puis l'éradication de ces groupes armés. Puisque la MONUSCO les voit naître sur le terrain. D'accord. La MONUSCO a un service de renseignement et sait très bien qui est derrière toutes ces milices. Albert Moulera, hier il y avait Rassop. Tout le monde était derrière Tshisekedi. Ensuite, Tshisekedi parti, tout le monde était derrière Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, Félix est président, l'opposition dispersée. La Mouka, par exemple, vous êtes proche de Kash ou de la Mouka? Je suis proche de tous les individus congolais. Vous êtes où? Aujourd'hui, vous êtes proche de qui? Bon, je ne suis ni du FCC, ni du CAS, ni de la Mouka. Vous êtes où? Et nous sommes des millions de Congolais à n'être ni du pro-FCC, CAS ou la Mouka. Mais je suis... On a la liberté d'être en dehors de toutes ces... de tout cela. Qui, selon vous, est dans le bon? Je ne veux pas juger. En tant qu'acteur politique, il donnait des orientations, vous qui avez des éléments politiques? Je peux simplement dire que pour moi, le fait de participer et de soutenir ce processus électoral en l'état, ça a été et ça restera une grosse erreur. De qui? Non, de la part de ceux qui décident, qui continuent à soutenir. On a parlé de Félix, parlant de la Mouka, il y a Fayoulou, il y a Moïse, il y a Bemba, il y a Mouzito. Voilà. Comment vous voyez cette structure? Ça va ou... Et nous observons que la Mouka continue à exister. Hein. Martin Fayoulou continue à défendre l'imposition de la vérité des urnes. C'est un combat louable, mais nous sommes passés par là. Nous savons comment ce genre de choses se règlent. Je crois Moïse Katumbi. Il est dans l'opposition républicaine. Moïse Katumbi. Pas dans la vérité des urnes. Et dans l'opposition républicaine. Que veut dire opposition républicaine? Est-ce que l'opposition républicaine ne devrait pas contenir aussi la défense de la vérité? La défense de la vérité. Qu'elle soit des urnes, qu'elle soit pour autre chose. Parce que la vérité reste vérité. Il est malheureux que dans notre pays, nous ayons encore à parler de vérité des urnes. On a parlé de la vérité des urnes en 2016, 2011, 2018. Mais si ce processus persiste, on en parlera après chaque élection. Bemba est dans la défense des intérêts du peuple congolais. Est-ce que ce n'est pas un foutu là où les gens se sont rencontrés mais qui ne s'entendent pas? C'est le rôle de tout Congolais de défendre les intérêts du peuple congolais. Vous en trouvez la Mouka? Un conglomérat d'aventuriers comme m'avait dit Mouzé? Ou des hommes sérieux qui peuvent... La Mouka est différente de l'Afdel. La Mouka est différente de l'Afdel. Je ne pense pas que ce soit des aventuriers, loin de là. N'oublions pas non plus que Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe viennent aussi de la Mouka. Ce sont des anciens de la Mouka. Bon, ils étaient ensemble à Genève. Hein? C'était des anciens de la Mouka. Je pense que les responsables actuels font tous les efforts pour garder la cohésion, une certaine cohésion et une unité. Mais il est aussi tout à fait normal qu'en vue, puisque nous sentons déjà que bien que nous ne sommes qu'en 2019, bientôt 2020, tout le monde est déjà projeté 2023. À 2023, aux prochaines élections, et chacun se positionne en vue de futures échéances électorales. Lorsque vous regardez l'UDPS aujourd'hui, vous étiez directeur de cabinet de Etienne Tshisekedi. D'abord, la première question avant que j'en arrive à l'UDPS, la nuance que vous pouvez faire entre vérité des urnes et votre combat de l'impérium, c'est pareil ou la manière de faire de Fayoulou le consort est différente? Non, le combat de l'impérium d'Etienne Tshisekedi était différent. Il ne faut pas oublier que le terme vérité des urnes avait été popularisé par le cardinal Monsengo.
l'occasion des élections de 2011. Lorsqu'il a dit que les résultats ne sont conformes ni à la justice, ni à la vérité. Ni à la vérité, vous savez, c'est une déclaration forte venant d'un Congolais. Monsengo a beaucoup fait pour ce pays, même si on ne se rend pas peut-être compte. Hein. Monsengo a beaucoup fait pour ce pays, pour notre pays. Monsengo, le cardinal Monsengo, a toujours défendu les intérêts. A toujours été du côté du peuple. Il a toujours été du côté des intérêts du Congolais. Alors même jusqu'à traiter Kabila et consorts de la médiocres. La différence dans le traitement de la vérité des urnes entre 2011 et 2018, moi, c'est essentiellement le fait que Étienne Tshisekedi a effectivement pris acte de la volonté des Congolais de l'avoir élu président de la République en 2011. C'est dans ce sens-là qu'il y a eu sa prestation. Vous avez même prêté serment. C'est vous qui étiez là. Sa prestation de serment. Oui, on vous a même critiqué, on a dit comment un homme très intellectuel comme vous, on a parlé de théâtre. On a parlé de théâtre de chez nous. Vous savez, quand vous faites le théâtre... Vous avez dit un mot là au début avant qu'il ne prenne pas. C'était encore la phrase que vous avez lâchée. J'ai oublié, elle va revenir avant que Tshisekedi ne prête serment. Non, il y avait un texte introductif avec les attendus, les considérants, tout ça, et qui se clôturait par... je pense, Monsieur le Président, je vous prie de vous lever pour prêter serment en tant que président de la République démocratique du Congo. C'est moi qui lisais. C'est moi qui lisais. On a parlé de théâtre, mais vous savez, Peter, quand vous faites du théâtre, vous n'êtes pas à un danger de vous faire arrêter ou même de vous faire tuer. Or, c'est un danger que nous avons couru ce jour-là. C'était très risqué. Hein. C'était très risqué. Dans ce pays, c'était très risqué. Mais Étienne Tshisekedi tenait à répondre aux Congolais, tenait à répondre à leur vote en prenant acte par... C'est ce que Fayulu n'a pas fait, il aurait dû prêter serment aussi. Peut-être. Et interdire à ses députés d'aller siéger comme Tshisekedi et vous. Oui, mais non, Tshisekedi n'a jamais interdit aux députés d'aller siéger. Il avait fait quoi alors? Tshisekedi n'a jamais interdit. Tshisekedi a pris acte d'une situation. Si vous parlez avec les députés de l'époque qui étaient venus le voir, c'était le 12 février 2012, c'était un lundi, Tshisekedi n'a pas interdit. Tshisekedi avait dit que chacun fasse selon sa conscience. Il avait émis des réserves en donnant l'exemple du MLC. Bon, est-ce que le MLC, quel travail ils font là-bas dans le Parlement après les élections de 2006, quel a été leur rapport? Est-ce que, en fait, quelle différence ferez-vous dans ces institutions? Mais ce qui s'était passé, vous vous souviendrez qu'il y avait eu un communiqué du secrétariat général qui disait que tout élu de l'UDPS qui, même pas qui siégerait, mais qui serait validé, doit se considérer comme auto-exclu. Puis après, lors d'une manifestation à la permanence du parti, à la fin de la manifestation, je crois que nous allions nous lever avec le président, une vieille maman, cette maman devait avoir au moins 70 ou 80 ans, a levé la main. Selon mes informations, en fait, elle avait été poussée, quelqu'un pour poser la question simplement, Bongo ba oyo bazana parlement, olobinin. Et là, Tshisekedi a dû répondre, mais donc, basa lishwa na bango, basa susu ya bisote. Mais lui-même n'a jamais voulu, n'a jamais voulu signer une décision de radiation ou quoi à l'encontre de ces gens. Vous allez déjà le rendre hommage? Au stade, vous étiez là ou là où il est aujourd'hui? Au stade, j'étais là, j'avais pu demander une invitation. Vous étiez là? J'avais pu demander une invitation. Félix, vous l'avez quand même accordé. Hein? Mickey m'avait trouvé 2 invitations, pour moi et pour Félix Tshisekedi, vous l'avez quand même accordé. Pour ma petite sœur.
Ah, d'accord. J'avais appelé Christian Tshisekedi pour demander comment je pouvais avoir une invitation. Il m'a recommandé d'appeler Mickey et Mickey m'a trouvé deux Aujourd'hui, invitations. vivant, est-ce que Tshisekedi serait content de voir que Moubaké à gauche, Albert Moulek à droite, laissons Félix Tshisekedi entre les mains de Vital Kamerhe? Oh, écoutez, en 2010, Étienne Tshisekedi avait déjà dit que son parti était en morceaux. Hein, et lorsqu'il est rentré pendant sa présence ici, je crois que les différents leaders des différents courants au sein du parti ont enterré l'âge des guerres, hein, mais les courants étaient restés toujours bien vivants. Vous n'êtes pas disposé à aider Félix Tshisekedi, vous, Moubaké et les autres, vous réunir quand même? Vous êtes déterminé à laisser le parti entre les mains de Kaboul et Kaboul? Peter, nous Ou est-ce qu'il y a sommes... lieu de faire rétropédalage pour sauver la face de ce grand combat que vous avez contribué dans le fruit aujourd'hui? Je ne peux que te remercier une nouvelle fois pour cette question qui permet de répéter que, en tant que Congolais, nous voulons tous que ce pays aille de l'avant, que ce pays puisse d'abord guérir de ses maladies, bander ses plaies et aller de l'avant. Ce qui veut dire que nous sommes prêts à collaborer, à aider avec toute personne dont l'objectif est de travailler pour les Vous, intérêts on a du dit, vous pays. refusez trop des choses, des offres, vous vous abandonnez facilement, vous lâchez. Quelles offres? Cité de l'OIA, vous avez claqué la porte? Non, mais je me suis exprimé clairement sur les raisons de mon claquage de porte. Nous avions bien préparé le dialogue. On avait publié même la feuille de route de ce dialogue. Dans cette feuille de route, vous voyez qu'on avait insisté sur certaines contraintes, certains repères, tels que le respect de la Constitution. Et l'objectif était clair, l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Si vous relisez cette feuille de route, vous ne voyez pas que l'objectif était de constituer un gouvernement ensemble. Donc c'est possible? Dès les 2 premiers jours, lorsque je sens Que Kamerhe ne commençait pas à bien se comporter. on me dit clairement que nous sommes venus pour Partager les postes. partager les postes. Par les gens Lucien Boussa et les Kamerhe. J'ai trouvé l'abbé Chollet, c'est le premier à qui j'ai dit, monsieur l'abbé, je vous annonce que j'ai pris la décision de quitter, pas de suspendre ma participation, mais de quitter, parce que je vois qu'il n'y a plus de bonne foi des deux côtés. Les choses que nous avions dites durant le comité préparatoire, ce n'est pas ce que je vois ici. Et l'abbé Chollet, même à l'époque, m'a répondu, oui, moi aussi j'entends des gens discuter déjà d'une transition de 3 ans. Ouf. L'abbé Chollet est là, vous pouvez le consulter. Donc, dès le départ, comme on dit, les dés... Ça, c'est la cité de l'Union africaine. Cité de l'OUA. C'est pour ça qu'en âme et conscience, Vous êtes parti. je suis Quand parti. vous regardez l'UDPS dirigé par Kaboum de Kabouya, on est avancé ou on a reculé? Il y a un recul, bien sûr, puisque, vous savez, à partir du moment où au sein du parti, vous n'arrivez pas ou vous n'insistez pas sur le respect de vos propres statuts, ça ne peut provoquer que des... Les statuts des veulent problèmes. dire quoi? Écoutez, vous savez qu'à l'UDPS, d'abord, il y a 2 statuts. Il y a les statuts approuvés au congrès de décembre 2010 et il y a le statut de janvier 2013, que j'ai toujours appelé le statut des 3 Bruno. Bruno Mavungu, Bruno Toumbé, Bruno Tchibala. Des statuts qui n'ont pas été approuvés dans un congrès de l'UDPS. C'était... j'ai toujours regretté que le président Étienne Tshisekedi s'est laissé entraîner dans cette voie de violer les statuts en rédigeant et publiant d'autres statuts sans l'approbation du Congrès. Parce que vous savez que pour certains, si Félix Tshisekedi échoue, en partie vous échouez tous. Et l'opposition et tous ceux qui étaient près de Tshisekedi.
Si le pouvoir, Ou une certaine opinion. si le pouvoir échoue, tout le peuple congolais est affecté. Tout le Mais peuple surtout vous qui congolais, avez travaillé avec tout son le père, peuple congolais échoue. qui avez abandonné le fils aujourd'hui. Nous avons travaillé avec le père, mais ce n'est pas le père qui est président de la République aujourd'hui. N'empêche que pour le combat du père, Et nous avons travaillé avec le père, vous vous souviendrez que le père a fait appel à nous. Dieu nous a dit que c'est Dieu, c'est lui-même qui nous envoie pour aider le père. C'est ainsi que nous avons été auprès du père. vous avez quelle relation aujourd'hui avec Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi, nous nous connaissons. Nous n'avons pas de contact. Non, depuis qu'il est président? Depuis qu'il est président, nous n'avons pas de Vous ne contact. vous appelez pas? Ni avec Vital d'ailleurs. Vital Kamerhe, votre, Ni avec, votre ami? ni avec Vital, mon Il ne prend plus frère, le téléphone, mon ami. Vital, ou Je suppose qu'ils doivent être très occupés. le pouvoir? À leur place, je serais très occupé. Le pouvoir. Il semble que le vrai visage de la personne, c'est quand il a le moyen et le pouvoir. Oh, vous savez, Peter, tout est passager, hein, tout passe. Mais pourquoi quand on a le pouvoir dans la vie, on ne sait plus recevoir des journalistes avec qui on mangeait, buvait et souffrait hier. On ne sait plus recevoir les amis avec qui on mangeait, buvait hier. On change l'environnement, on change des téléphones, on change d'habitation, on change tout. Mais on revient après, quand on revient à la case départ, assistant social d'Eredi Amis. Qu'est-ce qui se passe? C'est la nature humaine, c'est comme ça. C'est quoi? Mon expérience, Peter, c'est que tout ça dépend de votre propre personnalité, de votre caractère, et pour certains peut-être de votre éducation. Que ce soit le pouvoir, que ce soit l'argent, si vous ne savez pas ce que c'est, vous serez toujours manipulé en fait par le bling-bling que donne l'argent, que donne le pouvoir. La déclaration d'amour en public, les diamants offerts. Bon, dernière question, nous terminons l'émission. Kabila retour ou pas retour en 2023? Il y a eu qui sentent tout, je ne sais pas si vous avez suivi, China Rambo était là en chair et en os. China Rambo revient en 2023. Vous savez, China Rambo, c'est un nom que j'ai appris récemment. Ben, une chose que j'observe, c'est que, vous savez, à l'est du pays, on appelle toujours Joseph Kabila Raïs. Il est toujours le Raïs. Concernant un éventuel retour de Joseph Kabila, moi j'en doute. La loi, selon vous, la loi le permet à Joseph de revenir? La loi lui permet. Écoutez, il y a un débat, il y a des débats qui moi, j'ai regretté d'ailleurs que certains académiques, certains professeurs Le professeur André Mbata s'insurge. que je considérais... Il dit qu'il doit mourir et revenir. Écoutez, le professeur Mbata aujourd'hui est député. Il est député d'un côté, il est politicien. Un professeur qui devient politicien, ben, on en a vu des dizaines. Depuis la Deuxième République, on voit que ça affecte, malheureusement, ça affecte un professeur juridiquement dans parlant, ce pays. Kabila peut revenir. Qu'est-ce qui lui interdit de revenir? 2 mandats, c'est fini. Non, ce n'est pas 2 mandats successifs sont interdits. Notre constitution, ce n'est pas comme aux États-Unis où vous faites 2 mandats, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus être président. Ce n'est pas ce que dit notre constitution. Donc China Rambo peut venir en Moi, ce que j'ai perçu, ce que je perçois, c'est que ce débat est venu de personnes qui ont peur que Kabila veuille revenir. Je dis, mais pourquoi avoir peur que quelqu'un revienne si vous êtes sûr de vous-même? Mais personnellement, je ne pense pas personnellement que Joseph Kabila commettrait l'erreur de vouloir revenir. Erreur, pourquoi? Disons que, moi je crois qu'à sa place, il a découvert une nouvelle vie, une vie de liberté. Il peut circuler, il peut s'occuper de ses lions, de ses girafes, et en même temps, il a déjà à sa disposition une machine politique qui lui permet d'influencer
la politique congolaise, c'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'influence. Le pouvoir, ce n'est pas avoir la fonction de président ou de ministre, c'est l'influence. Dans quelle mesure et à quelle étendue vous pouvez influencer les événements. Abandonner tout ça pour revenir encore en prison, au palais de la nation et tout ça. Oui, mais quand on te menace en disant que tu risques de nager au fleuve Congo. C'est-à-dire que je crois qu'il est... Tu te sens en insécurité, tu te dis... Il n'est pas approprié, hein, dans le cas toujours de Joseph Kabila, de dire officiellement que non, ça ne m'intéresse plus. Ça risque peut-être de décourager certains membres de sa plateforme, de son camp. Son camp, qui veut qu'ils reviennent pour qu'eux continuent à bouffer, manger, nourrir famille, enfants. Parce qu'on a vu par exemple à Kisontou, où vous vous rendez compte que c'est un dieu qui a atterri quand Kabila vient avec. J'ai vu une Range Rover descendre, mais même Jean-Marie Kassamba a pris son téléphone pour commencer à filmer en courant. On s'est dit, mais c'est terrible. Tout le monde est en train d'accueillir Chinarambo. Nous sommes maintenant à l'ère des autorités morales. Et chaque autorité morale, lorsqu'il va vers ses oies, il est reçu comme un dieu. Ce n'est pas le fait simplement de Kabila. Un message à la nation qui vous a suivi aujourd'hui. Courage. Pourquoi courage? Courage pour les temps qui viennent. Ce sera bon ou mauvais? On va traverser les zones de turbulence? Je pense qu'on a encore plusieurs zones de turbulence à traverser, malheureusement. Tout l'indique, même les phénomènes des catastrophes naturelles. Vous savez, il faut savoir... les signes du temps. Il faut savoir discerner les signes. On meurt à Béni, une petite pluie, c'est la catastrophe. On meurt à Béni, ça veut dire qu'on meurt au Congo. Il ne faut pas non plus commettre l'erreur de dissocier les problèmes de l'Est avec le Congo. On meurt à Béni, on meurt au Congo. On ne meurt pas seulement à Béni. On meurt à Kinshasa pendant les pluies. On meurt partout. Hein, alors qu'on ne devrait plus mourir de cette manière au Congo. Que les jeunes continuent à partir avec les développeries, quitter le pays, parce que beaucoup espéraient qu'avec Félix, il y aura un changement, mais à vous entendre parler, c'est bon, blanc, bonnet, bonnet, blanc. Il faut laisser autant le temps, mais encore une fois, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et je pense que les Congolais avaient soif de d'un changement, mais ils ne désiraient pas seulement un changement de tête. Changement d'attitude, changement de comportement, changement de fonctionnement de l'État, c'est ça que les Congolais attendaient. Prenons encore l'exemple de cette dernière ordonnance qui porte l'équivalence des salaires des membres du cabinet du président de la République et du gouvernement. Est-ce que c'était le moment? Au moment où les Congolais sont plus que serrés, de donner ou de vouloir accorder des salaires mirobolants aux conseillers de la présidence. Je ne pense pas. C'est pas le peuple d'abord, ça? Je pense plutôt que un signal fort que l'UDPS aurait dû donner à travers son ancien président, à travers Félix Tshisekedi, ça aurait été justement de demander, d'insister dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État sur une diminution drastique des salaires du président, des ministres, des députés. Ça aurait été un signal fort sinon, c'est les institutions qui vont encore consommer le gros du budget. Et puis, il aurait fallu, comme Félix Tshisekedi l'avait promis, que si lui, il est au pouvoir, il fera d'abord l'audit. Dire, voilà, j'ai trouvé autant à la Banque centrale. Il ne faut pas fouiner dans le passé. Non, écoutez, nous avons assisté à une chose quand même assez unique, hein, et ça, il faut quand même jeter des fleurs à Joseph Kabila pour ça. On a rarement vu
un régime sortant laissait de l'argent, des centaines de millions dans les caisses. Et Joseph Kabila l'a fait. Il a laissé des centaines de millions à la Banque centrale. Mmh. Vous êtes journaliste, renseignez-vous, mais les dépenses qui ont été faites après, que ce soit dans le programme des 100 jours ou quoi, ça a été fait avec quel argent? Kabila et Félix sont en couple, c'est la coalition. C'est la coalition. Comment pouvez-vous dissocier FCC de Cash, vu qu'ils sont en coalition? On assiste à beaucoup de gens qui veulent séparer ce mariage, qu'il y ait vite un divorce, mais Peter, vous-même vous êtes marié. Des gens qui vous pousseraient à divorcer de votre femme, comment vous allez les considérer? Ces gens-là ne savent pas ce que cette femme vous apporte. Ces gens-là ne connaissent pas l'amour que vous avez dans votre cœur pour cette femme. Et qui est la femme, qui est l'homme entre Félix et Kabila? Oh là, vous savez, nous sommes entrés dans l'ère où on ne peut plus déterminer les genres. Albert Moleka, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de la sympathique attention que vous nous avez accordée. Il y a des questions que je ne vous ai pas posées. Bon, les décisions ont été prises sur l'affaire Dolly Makambo. Il est à Makala, il a été reçu par Mike Mukebai. À Makala ou à Ndolo? Non, il est maintenant à Makala. Mike l'a reçu le premier jour, il a logé, il a nourri, en attendant qu'il ait un endroit pour lui. Bon, on peut... Donc Mike continue dans l'opposition à Makala. Un mot pour Mike? Oui, à très bientôt, peut-être même à demain. Vous êtes aumônier? Aujourd'hui. On peut quitter de la prison à la présidence, comme du pouvoir à la prison, comme Dolly Makambo est un cas échéant. Qui quitte... Mandela a fait de la prison à la présidence. Bon, c'est Mokia aussi qui a quitté de l'autre vers... Mokia, je ne voudrais pas que ça devienne une habitude pour lui d'aller à Makala. Cette fois-là, il a vraiment... Il a pris son véhicule pour cogner quelqu'un. Il semble que sa chambre était restée vide. Bon, on va vérifier. Merci beaucoup. Dolly Makambo, j'espère. Salutations en tout cas. Ça, c'est quand même à féliciter Fachi. On n'a pas vu ça sur le... Salutations à tous les prisonniers. Sous l'ère Kabila, on n'a pas vu ça. Où le tout-puissant ministre ou bourgmestre de son État avait fait des choses aux catholiques ici. Mais aujourd'hui, avec Félix, il est quand même au Niouf. Mais bon, je pense quand même que l'affaire n'est pas terminée. Les avocats peuvent aller encore à la cour de cassation. L'affaire n'est pas terminée. Mais en attendant, il est en train de... Le Vungoulé, ça prend, c'est comme ça. Moi, j'en sais quelque chose quand on passe avec. Salutations à tous les prisonniers, Papa Leta Mangasa, Eddie Kapend, le mythique Mike Mukeba Nkos, le combattant. Gabriel Mokia, je salue quand même. Donc Mike se retrouve avec Gabriel Mokia, Dolly Makambo. Qui manque là-bas? Je ne sais pas qui manque là-bas. Merci en tout cas de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa, à l'étranger. Vous nous suivez en Europe. On est très content de vos appels et messages. C'était Albert Moleka. Les intimes l'appellent le très pondéré, Albert Moleka. Merci en tout cas. À chaque fois que je vous appelle, vous êtes très ouvert pour nos invitations, pour répondre aux questions et à la population. Et pour son édifice, nous disons toujours que pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.